effectivement l'acceptabilité sociale de vos projets. C'est ainsi qu'on l'a intitulé. Donc, c'est une présentation que l'on va faire à deux voix, donc avec Philippe Verviers et moi-même. Donc, au niveau des participants, on a une diversité à la fois, je dirais, fonctionnelle et géographique, hein, puisqu'on a des personnes d'un peu partout dans l'Hexagone et également, je crois qu'on a un représentant, une personne qui est à Douala en Afrique. Donc, bienvenue à tous. Donc, je parlais d'échange plutôt que de présentation, effectivement. Donc, même si l'interactivité est assez limitée, puisqu'elle se fait à travers le chat, mais malgré tout, voilà, je vous encourage et je vous invite à nous faire part de vos remarques ou de vos questions et on essayera tout au long de cet échange d'y répondre. Voilà, surtout, n'hésitez pas de manière à ce que effectivement, ce moment soit vraiment le plus interactif possible. Donc, avant effectivement de démarrer, je vais laisser Philippe Verviers se présenter rapidement et puis je ferai de même par la suite. Et après, donc on pourra dérouler l'agenda de ce webinaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Verviers, j'ai donc créé la société Acceptable Avenir il y a 11 ans maintenant, avec un objectif très clair, hein, qui était de contribuer à ces diverses transitions dont on parle de plus en plus, hein, qu'elles soient énergétiques et écologiques, et surtout en essayant d'offrir aux collectivités et aux entreprises des processus qui permettent de faciliter l'acceptation des différentes actions qui doivent être menées. Donc, ça peut être des actions de transformation d'usage, mais ça peut être aussi des actions d'implantation de projets, enfin, tout ce qui va perturber un peu le quotidien de toutes et tous, et qui nécessite obligatoirement donc une prise en charge de cette dimension qui relève bien souvent de dimensions immatérielles, affectives, cognitives, mais qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Donc, avec les mouvements de contestation qu'on a connus, les attentes très fortes de la société en termes de changement, enfin voilà, il y a un terreau très favorable à travailler différemment, mais toujours aussi efficacement. Voilà, c'est notre objectif. Voilà, merci Philippe. Donc, Roger Torgman, donc pour ma part, moi j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez IBM, où je me suis beaucoup occupé en fait, de relations clients. Donc, j'avais une activité commerciale, marketing. J'ai beaucoup aussi participé à déployer des projets technologiques et des projets fonctionnels à grande échelle. Et voilà, je dirais qu'il y a à peu près un an, j'ai été aussi à mon tour piqué par donc le virus, non pas le coronavirus, mais le virus de la transition écologique. Et voilà, et j'ai regardé et j'ai trouvé intéressant l'approche d'Acceptables Avenir sur voilà, sur ce qu'il a développé pour apporter une réelle valeur ajoutée à cette question. Voilà. Donc moi, j'ai rejoint donc l'écosystème d'Acceptables Avenir il y a à peu près un an. Voilà. Donc concernant donc ce webinaire, ici, donc je vous ai fait figurer sur ce slide un petit peu le chemin que l'on propose de parcourir avec vous aujourd'hui. Donc, dans un premier point, effectivement, quelques éléments de définition pour être sûr que l'on se comprenne. Donc, l'acceptabilité sociale, contexte et définition. Ensuite, dans un deuxième point, on évoquera effectivement les dégâts qui sont causés par la non-utilisation des démarches d'acceptabilité sociale. Voilà, dégâts que vous avez peut-être déjà expérimentés. Enfin, on pourra l'évoquer dans les échanges. Ensuite, les bénéfices d'une démarche d'acceptabilité sociale. Et plutôt que de faire de la théorie, Philippe l'illustrera au travers de 3 cas concrets dans des environnements et des territoires différents qui vous permettront de voir un petit peu la palette de nos interventions. Enfin, ensuite, dans un quatrième point, on se pose toujours la question du comment démarrer. Hein. Parfois, on est effectivement séduit par tel ou tel concept ou telle démarche et on se dit, mais est-ce que c'est
compliqué de démarrer. Donc, on vous expliquera voilà, pourquoi, effectivement, ce n'est pas très compliqué de démarrer et par quelle étape clé cela passe. Et enfin, on terminera par une petite conclusion voilà, qui reprendra un petit peu l'ensemble des points que l'on a vus. Alors, encore une fois, je vous invite vraiment très, très sincèrement à vous exprimer, à vos remarques, vos questions. Et puis, à tout moment, vous avez effectivement dans la présentation des boutons qui vous permettent de prendre rendez-vous. Bon, l'intérêt d'un meeting post-webinar, bien évidemment, c'est de pouvoir après étudier votre problématique tout à fait particulière et spécifique. Voilà, donc une fois donc l'agenda posé, donc l'acceptabilité sociale, alors voilà, plutôt bon que de partir dans des définitions très théoriques ou académiques, mais je me suis attaché à essayer d'expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas. Alors, ce que c'est, bon, une définition qui vaut ce qu'elle vaut, que je commenterai. Donc, l'acceptabilité sociale est le résultat d'un processus au cours duquel le porteur de projet et les parties prenantes construisent ensemble les conditions minimales à respecter pour qu'un projet s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu naturel et humain. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir bon, 4 caractéristiques majeures. C'est que lorsque l'on veut faire de l'acceptabilité sociale, le mieux, c'est d'intervenir le plus en amont possible du projet. Voilà. Donc, c'est une question, une caractéristique d'anticipation. Bon, parfois, on est amené à intervenir dans des situations qui sont déjà engagées. Donc, bien évidemment, on va répondre à ce genre de sollicitations, mais dans l'idéal, bien sûr, plus on est en amont du projet, plus on est à la genèse de la réflexion, et mieux c'est pour engager une telle démarche. Deuxièmement, deuxième caractéristique, donc on parle de concertation ou de co-construction, mais pas de codécision. En effet, il est important de définir avec le chef de projet, le porteur de projet, ce qui constitue, je dirais, l'épine dorsale de son projet et qui est non modifiable, non négociable, de ce qui est des dimensions peut-être plus périphériques ou complémentaires qui, elles, peuvent être modifiées, amendées, enrichies. Une fois qu'on a fait ce travail, ça permet d'avoir un langage clair à destination des différentes parties prenantes pour leur expliquer qu'elles vont effectivement être associées à la construction du projet, en leur expliquant effectivement de façon là aussi avec beaucoup de clarté ce qui est négociable, ce qui est discutable, ce qui est amendable, de ce qui ne l'est pas, de manière à ce que le contrat soit clair et de manière à ce que voilà, elle n'ait pas l'impression qu'elle sert de faire valoir et que finalement on va décider que tout est déjà prédécidé. Cette notion de clarté dans le contrat est essentielle effectivement pour arriver à un mode de dialogue apaisé qui va être une des conditions effectivement pour parvenir à ce fameux compromis dont on parle dans la définition. Ensuite, la notion d'ajustement sur mesure, elle consiste en quoi? C'est que donc, au départ, on va faire effectivement un recensement le plus exhaustif possible des différentes parties prenantes. Alors, parties prenantes, qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Il faut juste le clarifier. Donc, parties prenantes, ça peut être des riverains, des comités de quartier, des associations, des groupes de pression, des lobbies, des syndicats, des collectivités territoriales, j'en passe et des meilleurs. C'est tout cet ensemble donc d'entités qui constituent les parties prenantes. Et l'ajustement sur mesure, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à identifier, et c'est ce qu'on va faire dans la phase de diagnostic, le degré, je dirais, d'adhésion ou d'opposabilité de chacune des parties prenantes. Et pourquoi il est important de faire ça? Parce qu'ensuite, effectivement, la stratégie de communication, de concertation, donc les efforts associés à ces démarches vont être ajustés justement à ces mesures qu'on a fait de potentielle opposabilité ou adhésion de telle ou telle partie prenante. Voilà. Et je dis ça parce que parfois, il y a des
des parties prenantes qui semblent mineures, négligeables, dont on pourrait avoir, pour lesquelles on pourrait avoir, je dirais, la tendance de les négliger. Et on s'aperçoit qu'au cours du déploiement du projet, elles peuvent se révéler extrêmement virulentes et se transformer en opposantes farouches. Et en fait, clarté, transparence, respect des différentes parties prenantes, c'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il faut être dans un discours clair. Il ne s'agit pas d'expliquer, bien évidemment, aux parties prenantes, aux différentes parties prenantes que c'est elles qui vont décider de tout, bien évidemment. Par contre, on va définir assez clairement les champs de variabilité et d'adaptation du projet. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, aussi quelques éléments sur ce que ce n'est pas, parce que parfois, au cours des échanges que l'on peut avoir, Philippe et moi, on perçoit un peu quelques confusions. D'abord, ce n'est pas un dialogue informel et spontané avec les citoyens, parce qu'on verra que si Acceptables Avenir a fait des années de recherche-développement à développer des outils, c'est justement pour pouvoir rendre intelligent toutes les informations que l'on peut récolter dans les différentes phases de concertation et de co-construction. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus une simple application des obligations réglementaires, style enquête publique, parce que souvent une enquête publique, d'abord, elle est plus limitée, elle ne va pas forcément permettre de toucher de façon exhaustive l'ensemble des parties prenantes. Et puis, l'enquête publique intervient déjà alors que le projet est lancé ou sur le point d'être lancé, et donc non pas du tout au tout début de la réflexion sur le projet. Hein. Donc, voilà. Donc, si on est voilà, d'accord donc, sur cette base de définition de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, donc on va pouvoir poursuivre notre exposé. Alors, bon, les dégâts causés par la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale, bon, là, je ne vais pas en faire des tonnes, je pense que vous avez tous en tête bon, des exemples très, très célèbres, très médiatisés. Effectivement, Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins. Moi, je suis basé à Montpellier, j'ai un exemple en tête. Il y a eu un conflit entre un opérateur d'éoliennes et une association d'oiseaux, de défense des oiseaux, et il y a eu une décision qui est tombée récemment, alors qu'il y avait un champ de 7 éoliennes qui étaient en exploitation. Donc, une décision du tribunal qui a condamné l'opérateur à démonter cette éolienne. Donc, vous voyez le désastre en termes d'image que ce genre de situation peut représenter. Mais, alors ça, c'est l'aspect image. Mais indépendamment, je dirais, de l'impact en termes d'image, il y a également un impact en termes économiques. Ici, je vous ai fait figurer un extrait d'une étude qui a été faite par donc, 2 universitaires qui se sont intéressés à la gestion des déchets en Île-de-France et qui ont donc comparé des projets qui étaient concertés par rapport à des projets qui ne l'étaient pas. Et vous voyez, donc ici, ils ont fait figurer le coût de la concertation. Donc certes, ça a un coût, la concertation, c'est pas nul, mais vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur assez limités, assez maîtrisés. Et ils ont également, sur un certain nombre de projets, évalué le surcoût lié à la non-concertation, à la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité. Donc, vous voyez, on est dans des rapports de 1 à 10 facilement. Voilà. Donc, si vous voulez, effectivement, quand on essaye de faire l'économie d'une démarche d'acceptabilité sociale, on peut se dire, bah, écoutez, on va gagner du temps, on va gagner un petit peu d'argent, mais l'expérience montre que c'est un très mauvais calcul, aussi bien en termes d'image qu'en termes économiques. Voilà. Encore une fois, si vous avez des réactions, des remarques, des questions, n'hésitez pas. Bon, donc je poursuis. Alors, comme je le disais, donc l'aspect bénéfice d'utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale, plutôt que de l'évoquer à travers des éléments théoriques ou académiques, je vais passer la parole à Philippe qui va l'évoquer
à travers un certain nombre de conduites de projets concrets. Voilà. Philippe? Oui, donc merci Roger pour cette introduction. Alors les exemples que j'ai choisis sont des exemples, comme vous pouvez le voir, qui sont fortement dans les énergies renouvelables, hein, mais c'est des démarches que l'on adopte aussi pour le monde industriel, hein, pour l'implantation d'activités industrielles ou des services à l'environnement, du déploiement, par exemple, dans une métropole de systèmes de relevé automatique des consommations de fluides. Enfin voilà, donc il y a un champ très très large d'utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale. Et comme je l'indiquais au tout début de l'intervention, l'objectif d'Acceptable Avenir, c'est pas d'être une xème agence de concertation, hein. C'est vraiment d'arriver à mettre du processus dans cette nécessaire intégration de la dimension sociétale dans un projet. En fin de compte, c'est être en capacité de donner aux opérateurs, quels qu'ils soient, publics, privés, des informations, mais qui sont de l'ordre, comme je disais précédemment, plutôt immatériel, cognitive, affective, mais de les ramener dans des outils qu'ils connaissent bien, que sont des outils de simulation, des outils, des matrices d'évaluation, qui permettent à partir d'informations qui sont pas forcément très quantifiables, d'avoir une démarche projet et d'avoir une démarche ajustée à la situation. Donc le premier exemple, c'est un exemple donc d'un retour d'expérience sur l'accompagnement d'un projet de développement d'un parc éolien dans le centre de la France, euh, où le développeur était dans un contexte très compliqué, bon, comme tous les projets éoliens maintenant, hein, je pense qu'il y a quasiment plus aucun projet d'éolien terrestre, et semblerait-il aussi éolien offshore, donc maritime, qui ne soit soumis à des contestations de différentes parties prenantes. Et bien évidemment, ces parties prenantes vont être mobilisées en fonction des caractéristiques du projet et de la qualité au sens sensibilité du territoire et des perceptions des parties prenantes. Enfin, en tous les cas, dans ce cas-là, on était vraiment dans un projet qui rencontrait des oppositions assez fortes. C'était à la période de changement de conseil municipal, hein, c'était au début année 2020, donc en plus pendant la période de Covid. Donc une ancienne équipe municipale qui avait donné son feu vert, son soutien au projet, et une nouvelle équipe municipale qui avait fait campagne en disant nous, on ne prendra aucun positionnement par rapport au parc éolien. Voilà. Donc c'est-à-dire il ne disait pas non ni oui, mais enfin c'était quand même une prise de distance assez importante. Et il semblerait quand même que le poste municipal 2020 montre que de plus en plus d'équipes municipales sont sur ces positions de ne pas forcément prendre position pour un projet ou peut-être plus facilement contre d'ailleurs, mais pour un projet, ça devient de plus en plus délicat. Enfin, en tous les cas, nous sommes intervenus, nous avons proposé, donc on était en plus sur des marges de manœuvre qui étaient très très limitées, puisque la localisation des éoliennes était déjà définie, le nombre était défini, donc la seule marge d'ajustement qui existait, c'était les mesures de compensation, donc plutôt réglementaires, mais aussi les mesures d'accompagnement. Donc il y a eu un pari de dire on va co-construire ces mesures d'accompagnement en disant qu'on va peut-être créer une dynamique un peu plus positive envers le projet, puisqu'il y avait localement des associations qui s'étaient créées ou qui étaient déjà été créées anti-éolien. Donc nous sommes intervenus, nous avons déployé une approche, alors pour le coup, qui était dans la démarche de co-construction, sans relation directe, puisqu'on était en pleine période de Covid, donc on a travaillé beaucoup par enquête téléphonique, notamment, mais surtout on a gardé à l'esprit le fait qu'il était important
de vraiment avoir un dialogue sincère, c'est-à-dire que on a demandé au porteur de projet s'il était prêt à s'engager dans ce que nous on appelle un dialogue sincère, ça veut dire d'accepter de répondre à toutes les questions, d'accepter de regarder la faisabilité de toutes les propositions qui pouvaient être faites et de ne construire ces mesures d'accompagnement, enfin de définir ces mesures d'accompagnement, celles qui allaient être mises dans le dossier de demande d'autorisation, uniquement à partir des éléments qui avaient été débattus avec le territoire. Donc c'est un message, une fois qu'on a eu l'accord du porteur de projet, donc c'est enfin des développeurs, parce qu'il y avait 2 développeurs d'ailleurs, il y avait un syndicat d'énergie et un développeur privé. À partir de là, donc on a fait passer le message comme quoi c'était dans ce contexte de dialogue sincère qu'on s'inscrivait. Et on a eu, donc, bon, ça n'a pas été la ruée, hein, faut pas non plus être, enfin, faut rester raisonnable, mais on a eu une participation assez significative et on a co-construit tout doucement, mais sûrement, bon, 5 mois, en fin de compte, c'est pas si long que ça, la participation des habitants à ces fameuses mesures d'accompagnement. Alors, ce qui est très intéressant à noter, c'est que l'équipe municipale, hein, je vous l'ai dit, avait pris une distance par rapport au projet et en fin de compte, donc ne voulait plus se positionner d'une quelque façon que ce soit, hein, pas de délibération, plus rien par rapport au projet. Et donc, dans le processus qui a été mis en place, où on disait, écoutez, nous, on va chercher les informations auprès des citoyens, on les ramène au porteur de projet. Le porteur de projet, à partir de là, va regarder toutes les propositions qui ont été faites et on va remettre ces propositions dans un système d'évaluation, de notation. On va demander de nouveau aux gens, alors pas forcément les mêmes, hein, c'est un peu le hasard qui déterminait, de savoir est-ce qu'ils pouvaient donner une note aux différentes propositions qui avaient été faites par rapport aux enjeux du territoire qui avaient été eux-mêmes définis par les personnes qui avaient été interviewées. On va demander aux porteurs de projet de regarder la faisabilité technique et économique de ce qui était demandé et de faire regarder aussi par leur bureau d'études le côté réglementaire, puisque bien évidemment, tout est envisageable, mais il y a des choses qui ne sont pas faisables d'un point de vue réglementaire. Donc on avait un regard croisé pardon, en 3 dimensions. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on arrivait au bout du processus, qu'on a présenté les différentes propositions au maire et leur évaluation, le conseil municipal a dit bah, écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans toutes ces propositions qui ont été faites, on va faire une délibération. Dans le cas où le projet sera accepté par l'autorité préfectorale, on va choisir les propositions qui ont été faites et qui nous semblent d'intérêt général. Donc il y a eu une délibération qui n'était pas pour ou contre le projet, mais qui est une délibération d'un positionnement du conseil municipal par rapport aux mesures d'accompagnement qu'il souhaiterait voir mettre en œuvre si le projet est accepté par la préfecture. L'enquête publique a eu, bien sûr, tous les éléments techniques, plus le rapport de concertation qu'on a fait. Donc, vous avez une petite image là à gauche hein, qui montrait la démarche de la façon dont les mesures étaient co-construites, plus le résultat de toutes les mesures qui avaient été analysées. Et donc, il y a eu un avis favorable du commissaire enquêteur. Donc, on s'aperçoit que malgré le fait que les degrés d'ajustement étaient quand même assez réduits, hein, puisque dans les projets éoliens, quand même, souvent, c'est la localisation, la hauteur des mâts, le nombre de mâts qui est en jeu. Ben, par la démarche elle-même d'une ouverture sincère avec le territoire, on a retrouvé. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que je vois que j'ai des alertes sur mon flux Internet. Roger, on m'entend toujours? Oui. Oui. Ok, donc on a eu une capacité donc à fabriquer à construire autour de ce projet un avis plus positif qu'il ne l'avait au démarrage. Donc ce qui nous apporte, nous, parce qu'on l'a vu, on l'a travaillé, comme le disait Roger, pas mal en R&D, notamment avec des sociologues du CNRS et de Toulouse, on s'est aperçu qu'un projet, il est porteur en lui-même déjà de 50% de l'acceptabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement, entre guillemets, la faute du territoire qui ne comprend rien ou les mauvaises perceptions, c'est aussi une responsabilité du projet. Et qu'un projet, on s'aperçoit qu'il est
structuré, son acceptabilité s'engage sur 3 composantes. Il y a la composante que j'appelle le contenu, c'est-à-dire les dimensions techniques, économiques, réglementaires, et là-dedans, on va y retrouver tout ce qui est environnemental, parce qu'il y a de plus en plus de réglementation environnementale, mais aussi 2 grandes parties. Alors, j'utilise souvent l'image de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est le contenu, ce que tout le monde voit. Et il y a les 2 autres parties qui sont très, très importantes aussi, qui sont les relations du projet avec le territoire et les parties prenantes et le portage du projet, qui n'est pas le portage juridique au sens strict du terme, mais qui est plus un portage appropriation par le territoire, gouvernance, qui va faire en sorte qu'un projet va être équilibré ou pas. Parce qu'un projet qui travaille super bien dans ses dimensions technico-économiques réglementaires, eh ben, il n'aura accompli que 30% du chemin pour l'acceptabilité. Donc la démarche utilisée, alors une démarche sincère, bien évidemment, parce que c'est pas là pour le coup, il ne s'agit pas de faire de la fausse pédagogie, hein, ou même de la pédagogie tout simplement. Il faut vraiment s'engager sur une analyse sincère de ce qui est dit, un dialogue sincère. Ça a des résultats. L'autre exemple que je voulais vous citer, c'est celui d'un projet de méthanisation dans un département qui n'est pas encore dans les départements qui sont en zone rouge, hein, en termes d'acceptabilité de la méthanisation. Les départements en zone rouge, c'est ceux qui sont autour de la Bretagne, hein, puisque depuis 3-4 ans, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une levée de bouclier, pardon, de plus en plus forte, hein. Donc on commence à avoir le syndrome un peu éolien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des inquiétudes des riverains, mais qu'on a aussi des contestations sur le principe même de la méthanisation, avec concurrence par rapport aux terres agricoles, concurrence sur la fonction nourricière de l'agriculture. Voilà, donc il y a quand même des débats qui émergent là-dessus. Donc autour de la Bretagne, puisque c'était une solution pour résoudre la problématique des effluents d'élevage porcin, il y a eu une condamnation, pardon, une attaque assez forte sur oui, mais la méthanisation, ce n'est qu'un prolongement d'une agriculture qu'on ne veut plus. Enfin voilà, il y a un débat qui est en train de se mettre en place. Il y a eu une analyse sénatoriale qui vient de rendre les résultats avant-hier, qui essaye de pondérer un peu ce qu'est la méthanisation vraiment. Mais enfin, en tous les cas, ça devient de plus en plus compliqué. Et dans un département du sud-ouest, donc qui commence aussi à avoir des levées de boucliers par rapport à la méthanisation. Donc on est parti sur un projet de méthanisation. Et là, on a proposé aux développeurs ce que j'appelle un test d'acceptabilité. Ça veut dire ne pas s'engager forcément dans une concertation ou co-construction très forte comme on l'a vu avec le projet précédent là sur les éoliens, mais déjà d'avoir une posture du porteur de projet qui dit écoutez, nous on est prêt à tout discuter. On en est là de notre réflexion, on est prêt à tout discuter. On l'a fait sous forme de journées d'information parce qu'on évite des réunions publiques, hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué en début de projet, parce qu'une réunion publique, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine, quand c'est pas bien positionné dans le calendrier. Là, c'était vraiment une journée d'information et de dialogue, avec un positionnement très fort du porteur de projet qui dit on a un projet, on a des hypothèses de travail, mais on est avant tout dans une démarche de dialogue. On veut dialoguer avec le territoire, les habitants, les riverains, les communes, pour savoir quel sera le bon projet. Le bon projet étant toujours pareil, à l'équilibre entre une faisabilité technique, économique, réglementaire, respecter l'intérêt général représenté par les communes et le regard des citoyens, des riverains, des habitants. Donc on a mis en place cette journée d'information. On a informé très, 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 très largement les communes avoisinantes, tous les acteurs pouvant être intéressés dans le département, donc les comités de communes ou la communauté de communes concernée, les pays, les syndicats d'énergie, la chambre d'agriculture, enfin, les services de l'État, enfin, d'informer largement qu'il y avait cette journée qui se passait et que cette journée, s'il était nécessaire, pouvait se poursuivre dans le temps pour construire le projet.
Donc suite à ça, 2 mois après, donc on a laissé 2 mois pour que les gens aient le temps de s'approprier ce qui avait été dit. Quand les gens sont venus, il y avait des panneaux d'information, on leur mettait un livret dans lequel ils retrouvaient toutes les informations qui avaient été données, plus un questionnaire avec une adresse mail dédiée pour communiquer leurs informations. Suite à ça, il n'y a pas eu beaucoup de retours, même quasiment pas. Le porteur de projet a décidé de faire une réunion spécifique sur le terrain pour voir quelle était la localisation précise du projet, puisque lors de cette journée, il avait entendu des questionnements, notamment des collectivités, de dire oui, mais qu'en est-il de l'entretien de la voirie municipale? Donc, il y a eu une réunion qui a été faite sur le terrain. Nous, on n'a pas été mobilisés, puisque tout semblait se faire dans un état d'esprit assez tranquille. Semblerait-il que les choses se soient très bien passées et qu'ils vont trouver, le il étant le porteur de projet plus les collectivités concernées, donc soit très locales, communes, soit supra-territoriales comme la communauté de communes, vont trouver la bonne parcelle qui va correspondre donc à la future localisation du projet, ou la localisation du futur projet plus exactement. Et les voisins étaient aussi informés depuis de toute façon le début. Donc là, oui, on n'a même pas eu besoin de se lancer dans de la concertation au sens euh, très, très lourd du terme, hein. C'était vraiment un test d'acceptabilité, une posture, un positionnement, on est ouvert au dialogue, et il y a eu un début de dialogue, mais pas forcément sur quelque chose de très structuré dans le temps. Et donc, pour l'instant, zéro retour défavorable. Donc là, c'est la partie, ça c'est avant de passer à comment on démarre une démarche d'acceptabilité. Je vais laisser Roger dire 2 mots sur le salon des entreprises publiques locales auquel on va participer la semaine prochaine. Voilà. Alors, effectivement, bon, j'ai observé qu'il y avait un certain nombre de collectivités territoriales qui étaient représentées à ce webinaire. Donc, les 13 et 14 octobre prochains, pardon, donc la semaine prochaine à Toulouse, a lieu à la fois le congrès et le salon des entreprises publiques locales. Hein, donc, les entreprises publiques locales, ce sont les entreprises publiques qui ont vocation à travailler sur les problématiques de développement économique, de transport, de tourisme, hein, telles que les sociétés d'équipement qui sont les bras armés des collectivités territoriales. Voilà. Donc, je ne sais pas si certaines collectivités que vous représentez seront présentes à ce congrès et ce salon des entreprises locales. Sachez donc qu'avec Philippe, on y aura un stand. Et voilà, si tel est le cas, ben, écoutez, on se fera un plaisir de vous y accueillir. Et puis, voilà. Donc, ensuite, effectivement, j'évoquais au début de mon intervention donc l'aspect comment démarrer. Alors, en fait, comment démarrer bon, dans la méthodologie donc acceptables à venir, ça passe par une phase, je dirais, logique de diagnostic. Donc, de diagnostic qui est quelque chose là aussi qui est structuré avec un certain nombre de méthodologies hein, qui font partie des travaux de R&D que l'on a évoqués et également d'outils qui ont été développés, dont en particulier l'outil START qui permet effectivement d'avoir une vision sur 6 dimensions caractérisant l'acceptabilité d'un projet. Donc il y a à la fois une partie de pré-diagnostic qui est fait avec le porteur de projet, et une partie du diagnostic qui est liée à la spécificité territoriale, parce que là également on a des bases de données qui nous renseignent sur le fait que exactement le même projet ne produit pas du tout le même niveau d'acceptabilité ou d'inacceptabilité d'un territoire à l'autre. Il y a des spécificités sociologiques de chaque territoire. Donc ça, ce sont des éléments également que l'on prend en compte dans nos bases de données. Et puis, comme l'évoquait également Philippe, donc il y a un diagnostic sociétal
qui est également intégrée dans cette phase de diagnostic. Donc cette phase de diagnostic, elle est effectivement essentielle parce qu'au terme de cette phase, comme je le disais, c'est elle qui va définir la stratégie de concertation et de communication et plus précisément qui va définir la stratégie d'ajustement, ce que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire quel est l'effort spécifique que l'on va consacrer à chaque partie prenante en fonction de cette analyse et de ce diagnostic qui a été fait. Et le fait de faire cette phase de diagnostic va effectivement permettre voilà, d'ajuster donc à la fois les efforts, les ressources qui vont être consacrées à chacune des parties prenantes, de manière à ce que effectivement cette démarche d'acceptabilité sociale soit, je dirais, d'un point de vue économique la plus ajustée, la plus pertinente, et que l'on déploie pas des énergies à tort sur certaines parties prenantes et à l'inverse, comme je le disais, que l'on néglige des parties prenantes qui apparaissent comme ça très, très peu puissantes et qui agissent parfois à bas bruit au début du projet et qui peuvent se révéler extrêmement nocives dans le déploiement du projet. Voilà. Et une fois qu'on a fait effectivement cette phase de diagnostic, ben, on a, je dirais, notre feuille de route pour déployer ensuite complètement cette démarche d'acceptabilité sociale. Voilà. Peut-être qu'en complément, si je peux me permettre, Roger, ce que je souhaitais souligner, puisqu'en fin de compte, c'est pas forcément tous les jours qu'on peut dire ça, mais l'exemple que je vous ai présenté précédemment montre qu'en fin de compte, la concertation ou co-construction n'est pas un passage obligé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas faire de concertation, je dis simplement qu'il faut vraiment ajuster, c'est le cas de le dire, sa stratégie d'ajustement, il faut l'ajuster au contexte, et je le répète, ce contexte, c'est vraiment le triptyque, hein, le projet, donc je le répète, hein, qui en lui-même est déjà porteur de 50% de la responsabilité d'acceptabilité, et le radar que vous voyez va permettre de qualifier ce projet. Là, on parle vraiment du projet, on parle de perception probable, hein, c'est un algorithme qui nous donne la solution, c'est des perceptions probables. Une analyse du territoire, où là encore, on va aller chercher les sensibilités, les enjeux qui vont nous dire est-ce que si on a un projet qui a un potentiel d'acceptabilité faible et qui a un territoire très, très sensible, le niveau de risque de contestation est élevé, et des perceptions qui, en termes de contraintes, d'utilité ou de risque par rapport à un projet, vont nous donner aussi une orientation. Et la stratégie d'ajustement, c'est vraiment d'ajustement, c'est-à-dire l'ajustement, on peut le construire les ajustements, on peut les construire de deux grandes façons. La première, c'est déjà en interne de se poser avec les résultats que l'on a et de revisiter le projet, voir des variantes qui avaient été envisagées ou qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout parce que peut-être trop pénalisantes d'un point de vue technico-économique. Mais si, en fonction de en face de ces variantes, en face des variantes très favorables, nous on amène un risque de contestation très très élevé, peut-être qu'il faut aussi accepter, c'est le cas de dire, de regarder d'autres variantes. Donc il y a cette phase d'ajustement qui est d'abord en interne, l'équipe projet. L'avantage d'avoir un diagnostic qui fait alors c'est pas du vrai quantitatif, hein, c'est du semi-quantitatif, qui essaye d'objectiver la situation, a aussi un intérêt de capacité à partager cette information, qui, je le répète, est souvent les analyses de contexte, et souvent la description des parties prenantes, de qui fait quoi, et avec ça, c'est quand même toujours difficile d'en faire quelque chose d'opérationnel. Là, on a quelque chose qui est partageable. Soit dans une entreprise, on partage aux différents niveaux hiérarchiques, parce que l'ajustement d'un projet, ça a des conséquences, hein, donc il faut que toute la hiérarchie soit bien impliquée là-dedans. Les collectivités, c'est de partager au conseil municipal ou entre collectivités, si jamais il y a plusieurs collectivités concernées. Voilà, donc on a des éléments
qu'on essaye d'être le plus objectif possible, qui sont partageables et qui permettent déjà, dans un premier temps, de voir où sont et dans quelle direction sont les possibilités d'ajustement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de partir dans une démarche de communication, d'information, de concertation, si ce que j'appelle l'équipe projet ou l'écosystème projet n'est pas prêt. On a accompagné les projets qui étaient complètement enlisés et on a fait une analyse avec Start, on a fait une analyse des différentes parties prenantes impliqués dans le projet et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas du tout le même regard sur le niveau d'acceptabilité. Ils étaient tous d'accord sur les objets techniques et économiques du projet, mais pas du tout sur les conséquences en termes d'acceptabilité. Et bien évidemment, dès qu'il y a un peu d'opposition qui arrive, s'il n'y a pas de, si le groupe projet n'est pas stabilisé en termes de c'est quoi l'acceptabilité de notre projet, ben ça éclate tout de suite en mille morceaux et donc ça met le projet vraiment en danger. Donc une préparation du groupe projet grâce à ce diagnostic d'acceptabilité très, très importante, quoi, voilà. Et ensuite, s'il le faut, on est capable de dire, à partir de là, on est capable de dire une simple information suffira, comme on avait fait un peu le pari avec le projet précédent, ou il faut aller plus loin dans de la consultation, ou encore plus loin dans la concertation, ou encore plus engageante dans de la co-construction, comme je vous l'avais présenté sur le premier exemple. Voilà. Donc c'est la stratégie d'ajustement, la démarche d'acceptabilité, c'est vrai, beaucoup de choses se jouent en amont, et c'est pour ça qu'on a voulu donner des processus, des outils pour avoir une prise de décision la plus éclairée que possible sur qu'est-ce qu'on va faire avec notre projet pour converger vers l'acceptation et l'appropriation locale. Okay. Alors, Philippe, je vois une question de Gilles Xéry sur le chat. Donc, je la lis. Avec les réseaux sociaux et leur capacité à diffuser des fausses informations, la capacité d'opposition de quelques individus virulents peut facilement contaminer un auditoire plus tempéré à la base. Alors, c'est vrai. Cela étant, effectivement, c'est un aspect que j'ai pas, peut-être sur lequel j'ai pas trop insisté, mais quand on entame une démarche d'acceptabilité sociale avec les différentes parties prenantes, au bout d'un moment, on arrive, si vous voulez, à isoler les parties prenantes de bonne foi de celles qui ne sont pas et de celles qui ont des positions par trop dogmatiques. Et comme on est dans un écosystème où finalement les informations et les échanges avec les différentes parties prenantes vont interagir, les parties prenantes qui sont de bonne foi et qui observent qu'il y a effectivement une volonté d'écoute et de dialogue sincère, hein, comme ça a été dit aussi bien que par moi, finissent par prendre des décisions ou des positions qui sont, je dirais, éclairées par vraiment une analyse assez objective des avantages, des inconvénients de telle ou telle option. Et je dirais que c'est un système qui s'auto-régule et qui fait que les parties prenantes qui, elles, vont avoir des positions dogmatiques et d'opposition systématique sans reconnaître les avancées ou les avantages du projet, vont finir par être identifiées par les autres parties prenantes et par se retrouver un petit peu dans une situation d'isolement. Donc, c'est une des façons d'ailleurs d'arriver à combattre ce phénomène que vous évoquez, qui existe sur les réseaux sociaux. Mais justement, tous ces processus de concertation, de co-construction sont une stratégie qui permettent de contrecarrer ces effets néfastes des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément de réponse. Je ne sais pas si Philippe veut rajouter quelque chose. Oui, très rapidement, un retour d'expérience. Un client, Veolia pour ne pas le nommer, était sur un projet d'expérimentation qui rencontrait localement de très grandes résistances. Il y a eu un processus sincère. Alors là, pour le coup, de co-construction, là, ils étaient vraiment dans le rouge, donc ils ont été obligés de déconstruire leur dossier de demande d'autorisation administrative et de le reconstruire avec les participants locaux. Et il y a une confiance qui s'est créée, puisque c'est ça, en fin de compte, qu'on cherche à construire, c'est la confiance. Et à la fin,
Donc, une fois que le dossier a été déposé à la préfecture, il y a eu une tentative de gens qui étaient pas d'accord, parce qu'il y a toujours les irréductibles opposants. Hein. Ceux-là, on peut pas les contre. Et puis, à la limite, bon, il faut respecter leur point de vue. On fait une tentative de mobilisation à travers change.org et on réussit à faire signer 12 000 personnes sur une partie des informations du projet, mais comme vous le dites, elles n'étaient pas complètes, donc pas complètement vraies, mais pas complètement fausses non plus. Veolia voulait répondre par communiqué de presse au niveau national, et on leur a dit, écoutez, non, vous avez construit la confiance localement, revenez devant ce groupe, revenez leur parler du projet où il en est, évoquez éventuellement cette problématique qui a été évoquée dans change.org. C'est ce qu'ils ont fait. Et sur les 12 000 personnes, bien sûr, il y en avait une présente dans la salle à tout casser, et puis ça a été fini. Hein, zéro remarque à l'enquête publique, zéro recours. Quoi. Donc, si on construit la confiance localement, alors il n'y a pas de baguette magique. Hein, je ne vous dis pas qu'à tous les coups, ça va marcher et qu'on n'aura pas des tentatives d'instrumentalisation des réseaux sociaux, mais si on sécurise le portage du projet, rappelez-vous, hein, il y a 3 dimensions, la contenu du projet, la relation et le portage. Ça fait partie du portage. Si on élargit la base de la confiance, c'est une façon de lutter contre ces utilisations des réseaux sociaux. Mais je le répète, on n'a pas de baguette magique et on n'est pas à l'abri d'éventuellement d'un renversement de situation si des gens vraiment très mal intentionnés. Mais en tous les cas, nous, on a expérimenté que ça marchait. La démarche d'acceptabilité sincère a des vertus d'aider. Voilà, il faut aider vos alliés à vous aider. Ça, c'est vraiment la leçon que je retire. Des gens veulent vous aider, mais des fois, ils n'ont pas les moyens. Si vous vous mettez dans une démarche d'acceptabilité sincère, vous leur donnez les moyens de vous aider. Voilà. Alors, avant de passer au slide de conclusion, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres commentaires? Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc on va. Alors, c'est toujours Gilles qui nous écrit. Donc, sur les dossiers de type projet à ingrédients nucléaires, les oppositions dogmatiques sont légion. Ouais. Ah oui, ça, je suppose que vous faites référence à Bure, hein, au stockage de Bure, mais j'ai pas bien évidemment suivi de près ce dossier parce que déjà de le suivre en tant que tel, ça doit être un vrai travail. Mais moi, j'ai quand même observé bien souvent des approches, ne serait-ce déjà que, bon alors, il faut que je fasse attention à la façon dont je vais le dire. Hein. La CNDP aussi organise des débats publics. J'ai participé en tant que citoyen à des débats publics organisés par la CNDP. Je ne suis pas intimement convaincu qu'ils aient tous les ingrédients pour qu'ils soient à l'abri de tentatives des opposants dogmatiques, parce qu'il y en a plein, bien évidemment, et plus le projet est gros, plus il y en a, de risquer d'emporter le morceau, quoi. Voilà. Donc, il y a probablement des choses un petit peu alternatives à proposer, mais de toute façon, dans ce que je dis, il n'y a aucune critique par rapport à ce qui est fait, parce que c'est déjà super positive qui existe des instances comme la CNDP qui positionnent d'une façon pas réglementaire, mais on commence à le devenir hein, quasiment. Il y a des projets qui sont obligés de passer par là, qui donnent le chemin à suivre. Quoi. Mais c'est vrai que la façon de faire, en fin de compte, on s'aperçoit qu'elle est quand même pas, elle n'est pas complètement sans conséquence sur les résultats. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou remarques. Sinon, écoutez, on va passer donc à la conclusion. Donc, bon, voilà, si je résume un petit peu l'essentiel de nos échanges, donc effectivement, une balance bénéfice-risque entre le fait de dire je m'engage dans une démarche d'acceptabilité sociale et je ne le fais pas. Bon, on a vu que si je ne le faisais pas, il y avait effectivement à la fois des risques d'image et des impacts financiers non négligeables. Puis,
non seulement des impacts financiers, mais on peut se retrouver, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais soit dans des projets qui sont retardés, mais au calendrier grec, donc c'est là aussi des impacts financiers énormes, soit carrément des projets qui sont complètement bloqués, complètement à l'arrêt, et voire qui ont été conduits à l'abandon, et voir la situation la plus, je dirais, la plus dramatique d'une exploitation pour laquelle l'opérateur est obligé de démonter ses installations, comme je l'ai évoqué. Donc, voilà. Donc ensuite, on a vu sur la façon d'initier rapidement une démarche d'acceptabilité, ben, ça passe par la phase de diagnostic, qui entre autres utilise l'outil START. Et ensuite, comme je l'ai évoqué, donc effectivement, vous avez des boutons un petit peu partout sur les écrans qui vous permettent de prendre rendez-vous et qui vont permettre après effectivement d'avoir, je dirais, un regard beaucoup plus précis et affûté et aiguisé sur le cas particulier de votre projet et de votre situation locale. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelques remarques, commentaires. En tous les cas, bah, écoutez, Philippe et moi, on vous remercie de votre attention. On espère que cet échange et cette présentation a répondu à vos attentes par rapport aux questionnements que vous avez. Et encore une fois, bah, écoutez, on reste à votre disposition maintenant pour travailler sur des aspects beaucoup plus spécifiques de vos situations respectives. Merci à toutes et à tous de votre attention, de votre écoute. Et puis voilà. Voilà, et merci, merci de vos commentaires. À bientôt, j'espère. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.